Le 15 décembre 1995, deux amis inséparables disparaissent dans les quartiers nord de Marseille après être partis jouer au football sur un terrain vague. Karim Benali et Nicolas Paoli, tous deux âgés de 17 ans, ne rentreront jamais chez eux. 20 ans plus tard, en 2015, des pêcheurs remontent dans leur filet un porte-clés de l'Olympique de Marseille au fond du Vieux-Port. Gravé sur le métal terni, deux initiales, KB&NP, accompagnées d'une date qui changera tout. 28 décembre 1995. Comment ce porte-clés a-t-il pu être daté 13 jours après la disparition officielle des deux adolescents? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant ces 13 jours d'absence dans les rues dangereuses de Marseille? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Marseille, automne 1995. La deuxième ville de France traverse une période particulièrement sombre. Les quartiers nord, notamment le 15e arrondissement, sont le théâtre d'une guerre sourde entre différents clans qui se disputent le contrôle du trafic d'héroïne. La Castellane, la Savine, les Oliviers, ces noms résonnent comme des territoires interdits où les règlements de compte se succèdent avec une régularité inquiétante. C'est dans ce contexte que vivent Karim Benali et Nicolas Paoli, deux adolescents de 17 ans que tout oppose, mais qui sont pourtant inséparables depuis l'enfance. Karim, fils d'immigrés algériens, grandit dans une cité HLM du 15e arrondissement avec sa mère Fatima, femme de ménage dans les bureaux du centre-ville. Son père, Abdallah, est mort dans un accident de chantier quand Karim avait 12 ans, laissant la famille dans une situation financière précaire. Malgré les difficultés, Fatima s'acharne à élever son fils unique dans le respect des valeurs et l'espoir d'un avenir meilleur. Nicolas Paoli, lui, vient d'une famille d'origine corse installée depuis 3 générations dans les quartiers populaires de Marseille. Son père, Jean-Claude, travaille comme docker au port autonome de Marseille, un emploi stable qui permet à la famille de vivre décemment dans un petit appartement de la rue de Lyon. Sa mère, Marie-Claire, tient un petit commerce de proximité dans le quartier de la Joliette. Les deux garçons se sont rencontrés à l'école primaire et ont tissé une amitié solide, malgré leurs origines différentes. Karim, plus rêveur et passionné de littérature, équilibre parfaitement avec Nicolas, plus pragmatique et doué pour les mathématiques. Leur passion commune, le football et leur amour inconditionnel pour l'Olympique de Marseille, qui vient de remporter la Coupe UEFA en mai 1995. En cette fin d'année 1995, les deux amis sont en classe de terminale au lycée Saint-Exupéry dans le 15e arrondissement. Karim rêve de poursuivre des études de journalisme, tandis que Nicolas envisage une formation technique dans la mécanique automobile. Leurs professeurs les décrivent comme des élèves sérieux, sans histoire, avec des résultats corrects qui leur permettent d'envisager sereinement leur avenir post-bac. Le quartier où ils vivent connaît pourtant une dégradation progressive. Depuis le début des années 90, l'héroïne a fait son apparition dans les cités, apportée par des réseaux liés aux mafias turques et siciliennes. Les fourmis, ces jeunes transporteurs de drogue, se multiplient, attirés par l'argent facile que représente ce trafic. Les autorités locales, débordées, peinent à endiguer le phénomène qui gangrène peu à peu la jeunesse des quartiers nord. Le vendredi 15 décembre 1995, les cours se terminent plus tôt au lycée Saint-Exupéry en raison d'une réunion pédagogique. Karim et Nicolas quittent l'établissement vers 15h30, comme l'attestent plusieurs témoins et le registre de sortie tenu par le surveillant général. Les deux amis ont prévu de se rendre sur un terrain vague situé près de la gare de l'Estaque, un endroit qu'ils fréquentent régulièrement pour jouer au football avec d'autres jeunes du quartier. Vers 15h45, Madame Joséphine Martineau, retraitée qui habite avenue de l'Estaque, aperçoit les deux garçons marchant en direction du terrain vague. Elle les reconnaît car ils passent souvent devant chez elle le week-end. Ils avaient l'air normal comme d'habitude, témoignera-t-elle plus tard. Karim portait son sac de sport bleu marine et Nicolas avait son ballon sous le bras.
Le terrain vague en question s'étend sur environ 2000 mètres carrés, coincé entre une ancienne usine désaffectée et une voie ferrée peu utilisée. L'endroit, bien que peu engageant, offre suffisamment d'espace pour improviser un match de football. Les jeunes du quartier s'y retrouvent régulièrement, profitant de l'absence de surveillance pour s'adonner à leur passion. Vers 16h15, Mohamed Larbi, un jeune de 19 ans qui connaît bien Karim et Nicolas, arrive sur le terrain avec 2 autres amis. Il ne trouve personne. « C'était bizarre », racontera-t-il aux enquêteurs. « Normalement, quand ils disent qu'ils viennent, ils y sont toujours. Le terrain était vide, mais j'ai trouvé le ballon de Nicolas près des poteaux improvisés. Il était un peu dégonflé, comme s'il avait été abandonné là. Ce ballon, un Adidas blanc et noir aux couleurs de l'OM, sera la dernière trace concrète de la présence des 2 amis sur le terrain vague. Mohamed et ses copains décident de l'emporter, pensant que Nicolas reviendra le chercher le lendemain. À 18h30, Fatima Ben Ali commence à s'inquiéter. Karim avait promis de rentrer avant 18h pour l'aider à préparer le repas du soir, une habitude qu'il respecte scrupuleusement depuis la mort de son père. Elle contacte Marie-Claire Paoli, qui confirme que Nicolas n'est pas rentré non plus. Les 2 mères décident d'attendre encore un peu, pensant que leurs fils ont peut-être traîné avec des amis. Vers 20h, l'inquiétude devient palpable. Jean-Claude Paoli, rentré du travail, décide de partir à la recherche des 2 garçons. Il se rend d'abord au terrain vague, qu'il trouve désert. Il interroge ensuite plusieurs jeunes du quartier, mais personne n'a vu Karim et Nicolas après 15h45. À 22h30, les 2 familles se rendent au commissariat du 15e arrondissement pour déposer une main courante. L'officier de garde, habitué à ce genre de signalement, tente de les rassurer. À cet âge-là, ils ont peut-être décidé de faire une escapade. Attendez demain matin, ils vont sûrement réapparaître. Mais le lendemain matin, les lits de Karim et Nicolas n'ont pas été défaits. L'inquiétude se mue en véritable angoisse. Le samedi 16 décembre à 8h, les familles retournent au commissariat pour déposer une plainte officielle pour disparition inquiétante. L'enquête est confiée à l'inspecteur Laurent Mercier, un homme de 45 ans qui travaille depuis 15 ans à la police judiciaire de Marseille. Père de 2 enfants, il comprend immédiatement l'angoisse des familles et lance rapidement les premières investigations. Les vérifications d'usage sont effectuées. Hôpitaux, morgues, centres de rétention. Aucune trace des 2 adolescents. Mercier fait également diffuser leur signalement dans tous les commissariats de la région PACA. Les photos de Karim et Nicolas sont placardées dans tout le quartier. L'inspecteur interroge méthodiquement les proches des 2 garçons. Leurs camarades de classe confirment qu'ils n'avaient pas d'ennemis particuliers et qu'ils ne s'étaient pas confiés sur d'éventuels projets de fugue. Les professeurs dressent le même portrait. 2 élèves sérieux, sans problème particulier. Mohamed Larbi, le jeune qui a trouvé le ballon, est interrogé le 18 décembre. Il remet l'objet aux enquêteurs et explique les circonstances de sa découverte. Le ballon est envoyé au laboratoire de police scientifique pour analyse, mais les résultats ne révèlent rien d'anormal. Parallèlement, Mercier fait effectuer des recherches dans un périmètre de plusieurs kilomètres autour du terrain vague. Des plongeurs de la police nationale explorent le port de l'Estac et les bassins environnants. Des maîtres chiens battent les terrains vagues et les friches industrielles du secteur. Toutes ces recherches demeurent infructueuses. Le 20 décembre, soit 5 jours après la disparition, l'enquête prend une tournure différente. Mercier reçoit un appel anonyme. « Si vous cherchez les 2 petits, demandez donc à Ahmed ce qu'il en a fait. » L'appel, passé depuis une cabine téléphonique de la gare Saint-Charles, ne peut être retracé. Ahmed, surnommé Le Borgne, est bien connu des services de police. Ce trentenaire d'origine tunisienne contrôle une partie du trafic de drogue dans les quartiers nord. Plusieurs fois arrêté mais jamais condamné faute de preuves suffisantes, il est soupçonné d'être à la tête d'un réseau de distribution d'héroïne. Mercier décide de placer Ahmed sous surveillance discrète. Pendant 3 semaines, les policiers observent ses mouvements, ses contacts, ses habitudes. Mais rien dans son comportement ne suggère qu'il détient des informations sur la disparition des 2 adolescents.
Le 10 janvier 1996, soit près d'un mois après la disparition, Mercier interroge Ahmed dans le cadre d'une garde à vue. L'homme nie catégoriquement toute implication dans l'affaire. « Je connais même pas ces gosses », affirme-t-il. « Pourquoi je ferais du mal à des gamins? J'ai mes propres enfants. » L'alibi d'Ahmed pour le 15 décembre est vérifié. Il se trouvait chez sa mère dans le 13e arrondissement, comme peuvent l'attester plusieurs témoins. L'enquête piétine. Les semaines passent sans révélation majeure. Mercier explore toutes les pistes possibles. Fugue amoureuse, enlèvement crapuleux, accident suivi de délit de fuite. Il interroge les chauffeurs de bus, les commerçants, les habitants du quartier. Certains témoignent avoir vu les deux garçons traîner avec des types louches quelques jours avant leur disparition. Mais ces témoignages restent vagues et contradictoires. En février 1996, l'enquête est élargie au niveau national. Les photos de Karim et Nicolas sont diffusées dans l'émission Avis de recherche sur France 2. Plusieurs dizaines d'appels affluent, mais aucun ne fournit d'éléments décisifs. La théorie de la fugue commence à prendre corps dans l'esprit de certains enquêteurs. Les deux amis, sans histoires en apparence, cachaient peut-être des secrets. L'adolescence est une période de transformation, et il n'est pas rare que des jeunes prennent des décisions impulsives. Mais cette hypothèse ne convainc pas les familles, qui connaissent leurs enfants et affirment qu'ils n'avaient aucune raison de fuir. Au printemps 1996, faute d'éléments nouveaux, l'enquête entre dans une phase de ralentissement. Mercier continue de recevoir des témoignages sporadiques, mais aucun ne permet de relancer sérieusement les investigations. Le dossier reste ouvert, mais les moyens alloués diminuent progressivement. Pour les familles Ben Ali et Paoli, la disparition de leur fils marque le début d'un calvaire qui va durer 20 ans. Fatima Ben Ali, déjà fragilisée par la mort de son mari, sombre dans une dépression profonde. Elle perd son emploi de femme de ménage, incapable de se concentrer sur ses tâches quotidiennes. Ses nuits sont hantées par l'image de son fils unique, et elle développe une forme d'agoraphobie qui l'empêche de sortir de chez elle. Jean-Claude Paoli réagit différemment. Homme d'action, il refuse de baisser les bras. Il colle des affiches dans tout Marseille, interroge lui-même les habitants des quartiers, lance des appels dans les médias locaux. Sa femme Marie-Claire, plus pragmatique, essaie de maintenir une vie normale tout en soutenant les recherches de son mari. Les deux familles se rapprochent dans l'épreuve. Fatima trouve en Marie-Claire une confidente qui comprend sa douleur. Jean-Claude devient une figure paternelle de substitution pour la veuve, l'aidant dans ses démarches administratives et l'encourageant à ne pas perdre espoir. Chaque année, le 15 décembre, une messe est organisée à l'église Saint-Barthélemy du 15e arrondissement. Les familles, accompagnées de quelques amis fidèles, se recueillent en mémoire des deux disparus. Ces cérémonies, d'abord suivies par de nombreuses personnes, rassemblent de moins en moins de monde au fil des ans. Le quartier, lui, évolue. Les problèmes de drogue s'aggravent, les règlements de compte se multiplient. En 1999, un jeune de 16 ans est abattu en pleine rue, à 2 pas du terrain vague où Karim et Nicolas ont été vus pour la dernière fois. L'opinion publique s'habitue progressivement à cette violence, et la disparition des deux amis devient un fait divers parmi d'autres. Mercier, muté à la brigade financière en 1998, continue de s'intéresser au dossier. Il appelle régulièrement les familles, vérifie les éventuelles nouvelles pistes, mais les années passent sans apporter de réponse. En 2005, soit 10 ans après la disparition, Jean-Claude Paoli décide de créer une association, Karim et Nicolas, n'oublions pas. Cette structure modeste vise à maintenir l'affaire sous les projecteurs et à aider d'autres familles confrontées à la disparition d'un proche. L'association organise des manifestations, distribue des tracts, maintient une présence sur les réseaux sociaux naissants. Fatima Ben Ali, encouragée par Marie-Claire, finit par rejoindre l'association en 2007. Sa participation aux activités l'aide à sortir de son isolement. Elle témoigne dans des collèges et lycées, expliquant aux jeunes les conséquences dramatiques d'une disparition sur les familles. Mais les années qui passent érodent lentement l'espoir. En 2010, pour les 15 ans de la disparition, seule une quinzaine de personnes participent à la messe commémorative.
Les médias locaux consacrent encore quelques lignes à l'affaire, mais l'intérêt du public s'amenuise. C'est dans ce contexte que survient, le 3 avril 2015, un événement qui va tout changer. Salim Kadour, pêcheur professionnel de 52 ans, prépare son bateau l'Amitié pour une sortie de pêche au thon dans les eaux du large de Marseille. Il est 5h30 du matin en ce vendredi 3 avril 2015 et la météo s'annonce favorable pour une journée en mer. Salim pêche depuis plus de 30 ans dans les eaux marseillaises. Il connaît chaque recoin du littoral, chaque courant, chaque zone poissonneuse. Homme discret et travailleur, il a élevé ses 3 enfants grâce à cette activité qu'il exerce depuis le port de la Madrague de Montredon. Ce matin-là, accompagné de son neveu Rachid, 28 ans, Salim décide de commencer sa journée par une pêche au filet dans le vieux port. Les travaux de rénovation du port antique, achevés en 2013, ont modifié les fonds marins, et les poissons semblent avoir trouvé de nouveaux refuges dans les anfractuosités du quai. Vers 7 heures, alors que les premiers rayons du soleil illuminent la basilique Notre-Dame de la Garde, Salim et Rachid jettent leurs filets près du quai de Rive-Neuve. La pêche s'annonce bonne, les filets remontent chargés de sarres, de rougets et de petites sèches. Mais lors de la 3e remontée, vers 8h15, quelque chose d'inhabituel accroche le regard de Rachid. « Tonton, regarde ça !» dit-il en montrant un objet métallique brillant pris dans les mailles du filet. « C'est quoi ce truc ?» Salim s'approche et examine l'objet. Il s'agit d'un porte-clés en métal doré, oxydé par son séjour prolongé dans l'eau de mer. Le porte-clés représente le blason de l'Olympique de Marseille, avec ses couleurs bleues et blanches caractéristiques. Malgré l'oxydation, on peut encore distinguer clairement le logo du club phocéen. Il devait appartenir à un supporter, suppose Rachid. Ça fait longtemps qu'il traîne au fond, on dirait. Salim retourne l'objet et découvre une gravure sur la face arrière. Les lettres, bien que ternies, restent lisibles. KBNP, 28 12 95. Le pêcheur fronce les sourcils. Ses initiales lui disent quelque chose, mais il n'arrive pas à se rappeler quoi. 28 décembre 1995, murmure-t-il. Ça fait presque 20 ans. Rachid, qui n'était qu'enfant en 1995, ne voit pas l'intérêt de cette découverte. On le jette ? Non, non, répond Salim pensif. Je vais le garder. Ces initiales, j'ai l'impression de les avoir déjà vues quelque part. La pêche se poursuit normalement, mais Salim ne peut s'empêcher de regarder régulièrement le porte-clés qu'il a glissé dans sa poche. Quelque chose dans ces initiales KB&NP résonne dans sa mémoire. Le soir même, de retour chez lui dans le quartier de la Madrague, Salim montre sa découverte à sa femme, Leïla. « Tu te rappelles pas de ces initiales ?» lui demande-t-il. Leïla, institutrice retraitée, examine attentivement l'objet. « KB et NP », répète-t-elle. « Non, ça ne me dit rien. Mais cette date, décembre 1995... Attends, tu te souviens pas de cette histoire de disparition? Ces 2 jeunes des quartiers nord. » Soudain, la mémoire de Salim se réveille. Bien sûr, Karim Benali et Nicolas Paoli, les 2 copains qui avaient disparu. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Le couple se regarde, conscient de l'importance potentielle de leur découverte. « Il faut prévenir la police », déclare Leïla. « Si c'est bien leur porte-clés, ça pourrait être important pour l'enquête. » Salim hésite. « Mais l'enquête, elle n'est pas classée depuis longtemps. Et puis, qu'est-ce que ça peut prouver, un porte-clés ? Peut-être rien, admet Leïla, mais peut-être tout. Ces familles cherchent des réponses depuis 20 ans. On n'a pas le droit de garder ça pour nous. » Le lendemain matin, samedi 4 avril 2015, Salim Kadour se rend au commissariat du 1er arrondissement, le plus proche du Vieux-Port. Il explique les circonstances de sa découverte à l'officier de garde qui prend sa déposition et saisit le porte-clés comme pièce à conviction. Le lundi 6 avril 2015, la découverte du porte-clés remonte jusqu'au bureau du capitaine Sophie Giraud, 42 ans, chef de la section criminelle de la police judiciaire de Marseille. Giraud, arrivé à Marseille en 2010 après un passage à Lyon, connaît l'affaire Benali Paoli pour avoir épluché tous les dossiers non élucidés lors de sa prise de poste. L'officier examine attentivement le porte-clés. La gravure est nette,
Les initiales correspondent, mais un détail l'interpelle. La date du 28 décembre 1995. 13 jours après la disparition officielle, murmure-t-elle. Comment est-ce possible? Giraud ressort le dossier original, un classeur épais de plusieurs centaines de pages. Elle relit minutieusement les témoignages, les procès-verbaux, les rapports d'expertise. Quelque chose lui a échappé, à elle et à ses prédécesseurs. Le premier réflexe de Giraud est de faire examiner le porte-clés par le laboratoire de police scientifique. Les experts confirment que l'objet a bien séjourné dans l'eau de mer pendant une période prolongée, compatible avec une immersion depuis les années 90. L'analyse de l'usure et de l'oxydation suggère même une durée d'immersion d'environ 20 ans. Plus intéressant encore, des traces d'ADN sont détectées sur le porte-clés. Bien que dégradées par le séjour dans l'eau salée, elles permettent d'obtenir un profil génétique partiel. Giraud fait rechercher dans les fichiers nationaux, mais aucune correspondance n'est trouvée. Le 10 avril, Giraud convoque les familles Benali et Paoli. Fatima arrive accompagnée de Marie-Claire, les deux femmes maintenant âgées respectivement de 58 et 61 ans. Jean-Claude, 63 ans, a pris sa retraite anticipée en 2012 après un accident de travail sur les docks. Giraud leur présente le porte-clés dans un sachet transparent. L'émotion est immédiate. « C'est bien celui de Nicolas », confirme Jean-Claude d'une voix étranglée. « Je le lui avais offert pour ses 16 ans. Il ne s'en séparait jamais. » Fatima, plus réservée, examine l'objet attentivement. La gravure, c'est Karim qui l'avait faite. Il avait trouvé un graveur près du lycée, un petit artisan du cours Belsons. Il voulait marquer leur amitié. « Mais cette date, » reprend Jean-Claude, « 28 décembre 1995. Ils avaient disparu le 15 décembre. Comment c'est possible ? Giraud explique que c'est précisément cette anomalie qui rend la découverte si importante. Cela signifie que vos fils étaient encore vivants le 28 décembre 1995, ou du moins que l'un d'eux l'était. Nous allons reprendre l'enquête depuis le début. Les familles repartent avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Après 20 ans de silence, l'affaire sort enfin des limbes. Giraud constitue une équipe de 4 enquêteurs pour relancer l'investigation. Elle-même prend la tête des opérations, assistée par le lieutenant Marc Dubois, spécialiste des affaires criminelles, l'adjudant-chef Sandrine Lévy, expert en analyse comportementale, et le brigadier-chef Philippe Moreau, fin connaisseur des réseaux criminels marseillais. La première étape consiste à reconstituer minutieusement les événements du 15 décembre 1995. Giraud fait rechercher tous les témoins encore vivants et disponibles. Mohamed Larbi, celui qui avait trouvé le ballon, vit maintenant à Aubagne, où il travaille comme mécanicien. Il confirme sa version des faits, mais apporte un détail supplémentaire qu'il avait omis en 1995. En fait, confie-t-il à Giraud, quand j'ai trouvé le ballon, j'ai aussi remarqué des traces de pneus dans la terre. C'était bizarre parce que les voitures ne pouvaient pas vraiment accéder au terrain. Il fallait passer par un petit chemin. À l'époque, je pensais que c'était pas important. Ce détail, insignifiant en apparence, prend une nouvelle dimension 20 ans plus tard. Giraud fait étudier les photographies prises sur la Seine en 1995. Effectivement, on peut distinguer sur l'une d'elles des traces de pneus partiellement effacées par la pluie. L'équipe décide d'étudier plus précisément l'environnement du terrain vague. En 1995, l'accès était effectivement difficile pour les véhicules. Un seul chemin, à peine carrossable, permettait d'approcher. Qui pouvait connaître ce passage et pourquoi s'y aventurer? Giraud fait également réexaminer les témoignages concernant Ahmed Le Borgne. En 1995, plusieurs indices le désignaient comme suspect potentiel, mais son alibi avait été vérifié. L'enquêtrice découvre cependant que cet alibi reposait principalement sur les déclarations de sa mère et de 2 de ses proches, des témoignages de complaisance. Le 15 avril 2015, Giraud lance une surveillance discrète autour d'Ahmed, maintenant âgé de 51 ans. L'homme, qui a fait plusieurs séjours en prison pour trafic de stupéfiants, dirige aujourd'hui une entreprise de transport dans le 13e arrondissement. Officiellement, il s'est rangé, mais les enquêteurs suspectent qu'il continue d'être impliqué dans des activités illégales.
La surveillance révèle qu'Ahmed maintient des contacts étroits avec plusieurs figures du milieu marseillais. Il rencontre régulièrement Saïd Boukhari, 48 ans, présenté comme son associé dans l'entreprise de transport, mais fiché comme ancien trafiquant de drogue. Les deux hommes se retrouvent souvent dans un café de la Belle de Mai, toujours à la même table, toujours avec les mêmes précautions. Le 20 avril, les enquêteurs interceptent une conversation téléphonique entre Ahmed et un correspondant non identifié. La conversation elliptique fait référence à des problèmes du passé qui remontent à la surface et à la nécessité de rester discret. Rien de compromettant juridiquement, mais suffisant pour attiser la curiosité de Giraud. Parallèlement, l'équipe reprend l'étude des réseaux criminels marseillais des années 90. En 1995, plusieurs clans se disputaient le contrôle du trafic d'héroïne dans les quartiers nord. Le clan d'Ahmed, relativement modeste, était en concurrence avec celui dirigé par Mourad Benzemou, figure plus importante du milieu. Les archives judiciaires révèlent qu'en décembre 1995, précisément au moment de la disparition de Karim et Nicolas, une guerre sourde opposait ces deux clans. Plusieurs incidents avaient été signalés, mais sans donner lieu à des poursuites, faute d'éléments probants. Le 25 avril, Giraud fait une découverte cruciale. Dans les archives du commissariat du 15e arrondissement, elle retrouve un procès verbal daté du 18 décembre 1995, soit 3 jours après la disparition. Ce PV, qui n'avait pas été versé au dossier principal, relate l'arrestation de 2 jeunes pour vol à la tire près de la gare de l'Estac. Les 2 interpellés, Farid Zemouli et Kamel Bencheikh, alors âgés de 19 et 20 ans, avaient été relâchés après 24 heures de garde à vue. Mais dans leur déclaration, ils mentionnent avoir vu, le 15 décembre vers 16 heures, 2 jeunes qui ressemblaient aux disparus montés dans une camionnette blanche près de l'ancienne usine. Cette information cruciale n'avait jamais été transmise à l'équipe chargée de l'enquête sur la disparition. Une défaillance dans la circulation de l'information qui aura coûté 20 ans de retard dans l'investigation. Giraud fait immédiatement rechercher Zemouli et Bencheikh. Farid Zemouli, aujourd'hui âgé de 39 ans, travaille comme ouvrier du bâtiment à Vitrolles. Contacté par téléphone, il accepte de se rendre au commissariat pour un nouvel entretien. « Oui, je m'en souviens très bien », confirme-t-il le 28 avril 2015. « On était avec Kamel près de l'usine. On cherchait des trucs à récupérer, des métaux, vous voyez. Vers 16 heures, on a entendu des voix qui parlaient fort, comme une dispute. On s'est approché discrètement. » Zemouli reprend son souffle avant de continuer. Il y avait 2 jeunes, un arabe et un français, qui parlaient avec 3 types plus âgés près d'une camionnette. Les jeunes avaient l'air d'avoir peur. Un des types plus âgés avait un bandeau sur l'œil. Ahmed le borgne. Giraud note scrupuleusement chaque détail. « Et après » demande-t-elle. Les 2 jeunes sont montés dans la camionnette, pas vraiment de leur plein gré. L'ambiance était tendue. Nous, on a préféré se barrer discrètement. On voulait pas d'histoires avec ces gens-là. Kamel Bencheikh, retrouvé à Salon de Provence, où il tient un petit commerce, confirme intégralement la version de son ami. « Je revois encore la scène, dit-il. Les 2 gamins avaient l'air terrorisés. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? On était nous-mêmes des petits délinquants à l'époque. » Ces témoignages, recueillis 20 ans après les faits, apportent enfin une piste concrète. Giraud décide de serrer l'étau autour d'Ahmed. Le 2 mai 2015, Giraud organise une confrontation entre Ahmed et les témoins Zemouli et Bencheikh. La scène se déroule au commissariat central de Marseille, en présence des avocats. Ahmed, maintenant âgé de 51 ans, a conservé sa prestance et son assurance. Bien habillé, il affiche un calme olympien face aux accusations. « Je ne reconnais pas ces messieurs », déclare-t-il, « et leurs accusations sont fantaisistes. » Mais Zemouli insiste. « C'est bien lui, j'en suis sûr. » Le bandeau sur l'œil, la cicatrice sur la joue gauche, la façon de parler. 20 ans après, je le reconnais parfaitement. Bencheikh confirme. Aucun doute possible. C'est bien l'homme que nous avons vu ce jour-là. L'avocat d'Ahmed, maître Bernardi, conteste la valeur de ces témoignages. Mes clients parlent d'événements vieux de 20 ans.
Comment peut-on accorder foi à des souvenirs si anciens? Giraud ne se décourage pas. Elle fait placer Ahmed sous surveillance rapprochée et lance des recherches approfondies sur son entourage de 1995. L'objectif, identifier les complices qui l'accompagnaient ce 15 décembre. Le 8 mai, les enquêteurs obtiennent une première piste. Dans les archives du service des immatriculations, ils retrouvent la trace d'une camionnette Renault Express blanche, immatriculée au nom de Saïd Boukhari en 1995. Le véhicule a été revendu en janvier 1996, soit quelques semaines après la disparition. Boukhari, interrogé le 12 mai, nie toute implication dans l'affaire. Ma camionnette, elle était en panne en décembre 1995. Je l'ai prêtée à un ami pour qu'il la répare. Quel ami? Demande Giraud. Je ne me souviens plus, ça fait si longtemps. Cette amnésie sélective ne convainc personne. Giraud fait rechercher les factures de réparation automobile au nom de Boukhari pour la période. Aucune trace de travaux sur une Renault Express. Le 15 mai, nouvelle avancée. L'analyse ADN du porte-clés révèle des traces génétiques appartenant à deux personnes différentes. L'une correspond au profil de Nicolas Paoli, reconstitué à partir d'échantillons fournis par ses parents. L'autre profil, inconnu des fichiers, appartient vraisemblablement à Karim Ben Ali. Mais surtout, les experts découvrent des traces d'un troisième ADN, très dégradé mais exploitable. Ce profil ne correspond ni aux victimes ni aux fichiers existants. L'assassin a-t-il laissé sa signature génétique sur le porte-clés? Giraud décide de franchir une étape supplémentaire. Le 18 mai 2015, elle fait arrêter Ahmed et Boukhari pour enlèvement et séquestration avec demande de placement en détention provisoire. Ahmed Le Borgne passe ses premières 48 heures de garde à vue dans un mutisme complet. Assisté de son avocat, il refuse de répondre aux questions, se contentant de nier en bloc toute implication dans la disparition des deux adolescents. Boukhari adopte la même stratégie. Les deux hommes, interrogés séparément, maintiennent leur version. Ils ne connaissent pas les victimes et n'ont jamais été impliqués dans cette affaire. Mais le 20 mai, Giraud reçoit un appel qui va tout changer. Nadia Boukhari, la fille de Saïd, 28 ans, souhaite témoigner. « J'ai des choses importantes à dire sur mon père », déclare-t-elle. Nadia explique qu'en 1995, elle avait 8 ans et vivait chez ses grands-parents après le divorce de ses parents. Fin décembre 1995, mon père est venu me voir. Il était très agité, pas normal. Il m'a dit qu'il devait partir quelque temps, que des problèmes s'étaient reproduits. La jeune femme poursuit. Il avait peur, ça se voyait. Il a donné de l'argent à ma grand-mère et il a dit « Si on me demande, je n'étais pas là en décembre. Moi j'étais petite, je ne comprenais pas. » Ce témoignage, bien que fragile car reposant sur les souvenirs d'enfance, apporte un élément nouveau. Giraud décide de confronter Boukhari à ses déclarations. « Votre fille se trompe », proteste Boukhari. Elle mélange tout. Les enfants inventent. Mais face à l'insistance de l'enquêtrice, ses certitudes commencent à s'effriter. « D'accord, j'ai peut-être eu des problèmes à cette époque. Mais pas avec ces gamins. »« Quel problème ?» insiste Giraud. Long silence. Boukhari regarde son avocat qui hoche imperceptiblement la tête. « On avait eu des embrouilles avec le clan de Benzemou. Ils voulaient récupérer notre territoire. Il y a eu des incidents. Quel rapport avec Karim et Nicolas ?» Nouveau silence. Puis d'une voix à peine audible, « Ils ont vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. » Giraud sent que le verrou va sauter. Elle laisse s'installer le silence, technique d'interrogatoire classique. Le 15 décembre, on avait rendez-vous avec des types de Benzemou pour négocier les territoires. Ça a mal tourné, il y a eu des coups de feu. Un des leurs a été touché. L'aveu partiel ouvre une brèche. Giraud pousse son avantage. Et les deux jeunes? Ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Ils ont tout vu. On ne pouvait pas les laisser partir. Donc vous les avez enlevés? Boukhari baisse la tête. Ahmed a dit qu'il fallait les faire taire. Temporairement, le temps que les choses se calment. Temporairement comment? On les a emmenés dans un entrepôt à la Joliette. Ahmed connaissait l'endroit. Il était désaffecté. Cette révélation constitue un tournant majeur dans l'enquête. Giraud fait immédiatement convoquer Ahmed pour une nouvelle confrontation. Face aux aveux partiels de son complice, Ahmed Le Borgne comprend que son système de défense s'effondre.
Après consultation avec son avocat, il accepte de clarifier certains points. C'est vrai qu'on a eu des problèmes en décembre 1995, admet-il, mais on n'a jamais voulu faire de mal à ces gosses. Racontez-nous ce qui s'est passé. Ahmed reprend son souffle. Le 15 décembre, on avait une réunion avec Mourad Benzemou et ses hommes près du terrain vague. Une négociation pour délimiter les zones d'influence. Mais Benzemou est arrivé avec des armes, il voulait nous éliminer. Il marque une pause avant de continuer. Il y a eu une fusillade. Un de ses hommes a été blessé. Peut-être tué, je sais pas. Dans la confusion, j'ai vu deux jeunes qui couraient. Ils avaient tout vu. Karim et Nicolas, oui, ils étaient terrifiés. Je me suis dit qu'ils allaient prévenir les flics, que ça allait retomber sur nous. Alors on les a convaincus de monter dans la camionnette. Convaincus comment? En les menaçant, avoue Ahmed à contre-cœur. Mais on voulait juste les garder quelques jours, le temps que les choses se tassent. Giraud note scrupuleusement chaque détail. Et après, on les a emmenés dans un entrepôt désaffecté près du port, un endroit discret. On leur a dit qu'on allait les relâcher dès que possible. Combien de temps sont-ils restés là? Ahmed hésite. Quelques jours, une semaine maximum. Mais le porte-clés est daté du 28 décembre. Ça fait 13 jours. Nouveau silence embarrassé. Peut-être plus longtemps. C'était compliqué. Giraud comprend qu'Ahmed continue de minimiser les faits. Elle décide de le confronter aux preuves matérielles. L'analyse ADN du porte-clés révèle 3 profils génétiques différents. Les 2 victimes et un troisième, inconnu. Ce troisième profil, c'est le vôtre. L'effet est immédiat. Ahmed blêmit. Écoutez, capitaine, je vais tout vous dire. Mais il faut que vous compreniez. On n'avait pas le choix. Le 22 mai 2015, Ahmed, le borgne, livre enfin sa version complète des événements. Un récit glaçant qui révèle l'horreur vécue par Karim et Nicolas pendant leurs 13 derniers jours. Après l'incident du 15 décembre, on a effectivement gardé les 2 gamins dans l'entrepôt. Au début, c'était prévu pour quelques jours, mais Benzemou et ses hommes nous cherchaient. On ne pouvait pas bouger. Ahmed explique que l'entrepôt, situé dans une zone industrielle abandonnée près de la Joliette, servait occasionnellement de cache pour la drogue. Personne n'y allait jamais. C'était l'endroit parfait pour les planquer. Les conditions de détention étaient précaires. On leur apportait à manger, des couvertures, ils étaient pas maltraités. Mais ils avaient peur, évidemment. Au fil des jours, la situation se complique. La police lance des recherches, les familles alertent les médias. Plus ça traînait, plus c'était difficile de les relâcher. Ils nous avaient vus, ils connaissaient nos têtes. Et alors, insiste Giraud. Alors Ahmed a eu une idée, intervient Boukhari, qui a rejoint l'interrogatoire. Il a dit qu'on pouvait les utiliser comme fourmis, comme transporteurs. Ils étaient jeunes, discrets, personne ne les soupçonnerait. Cette révélation éclaire d'un jour nouveau la séquestration. Les 2 adolescents n'ont pas été simplement gardés en otage. Ils ont été contraints de participer au trafic de drogue. Comment ça marchait? Demande Giraud. On leur donnait de petites quantités d'héroïne à transporter d'un point à un autre, explique Ahmed. Ils n'avaient pas le choix. On leur avait dit que s'ils obéissaient, on finirait par les libérer. Nicolas et Karim sont donc devenus, malgré eux, des maillons du réseau criminel marseillais. Ils faisaient le travail correctement, reconnaît Boukhari. Ils avaient compris qu'il valait mieux coopérer. Mais au bout de 10 jours, la situation dégénère. Le 25 décembre, Nicolas a craqué, raconte Ahmed. Il a dit qu'il voulait rentrer chez lui pour Noël, qu'il en pouvait plus. Il a menacé de tout raconter aux flics si on le libérait pas. Karim, plus pragmatique, essaie de calmer son ami. Mais Nicolas devient incontrôlable. Il criait, il pleurait. On avait peur qu'il attire l'attention. Le 27 décembre au soir, les 2 amis tentent de s'échapper. Ils avaient réussi à forcer la porte de l'entrepôt pendant qu'on n'était pas là, explique Boukhari. Quand on est revenu, ils avaient disparu. Ahmed et ses complices lancent immédiatement des recherches. On les a retrouvés vers 3 heures du matin près de la gare Saint-Charles. Ils essayaient de prendre le premier train. La suite du récit glace le sang. Ahmed était furieux. Il a dit qu'ils avaient trahi sa confiance, qu'on pouvait plus leur faire confiance. Et alors, murmure Giraud,
Et alors on les a ramenés à l'entrepôt, mais cette fois, Ahmed avait pris sa décision. Long silence. Puis Ahmed reprend d'une voix blanche. J'ai dit aux gamins qu'ils m'avaient forcé la main, qu'ils avaient scellé leur destin en essayant de s'enfuir. Le 28 décembre 1995, au matin, Ahmed Le Borgne exécute froidement Nicolas Paoli et Karim Ben Ali d'une balle dans la tête chacun. C'était pas du sadisme, se justifie-t-il. C'était de la survie. Ils en savaient trop. Avant de se débarrasser des corps, Ahmed fouille les poches des victimes. Il découvre le porte-clés de l'OM que Nicolas portait toujours sur lui. « Je sais pas pourquoi je l'ai gardé », avoue-t-il. Peut-être comme un trophée ou un remords. Il grave sur le porte-clés les initiales des deux amis et la date de leur exécution. Une façon de marquer le coup, de me rappeler ce jour. Les corps sont jetés dans le port industriel, lestés de parpaings. Le porte-clés finira par tomber dans l'eau quelques mois plus tard, lors d'une bagarre entre Ahmed et un client mécontent. Les aveux d'Ahmed Le Borgne et de Saïd Boukari permettent enfin d'élucider le mystère de la disparition de Karim Ben Ali et Nicolas Paoli. Le 25 mai 2015, les enquêteurs se rendent dans la zone portuaire indiquée par les suspects pour tenter de retrouver les corps. Les recherches, menées par les plongeurs de la gendarmerie nationale, durent 3 jours. Le fond vaseux et les courants marins ont dispersé les restes, mais le 28 mai, soit exactement 20 ans après l'exécution, les plongeurs remontent plusieurs ossements humains ainsi que des débris de vêtements. L'analyse médico-légale confirme qu'il s'agit bien des restes de 2 adolescents de sexe masculin âgés d'environ 17 ans au moment de leur décès. Les analyses ADN, réalisées à partir d'échantillons fournis par les familles, confirment formellement l'identité des victimes. Le 2 juin 2015, Fatima Ben Ali et les époux Paoli sont convoqués au commissariat pour identification des effets personnels retrouvés avec les corps. Une épreuve douloureuse mais nécessaire pour clôturer définitivement cette tragique affaire. « C'est bien la veste de Karim », confirme Fatima en reconnaissant un blouson en jean délavé. « Je la lui avais achetée pour la rentrée scolaire. » Jean-Claude Paoli identifie une montre Casio qui appartenait à son fils. Il la portait tout le temps, c'était son bien le plus précieux. Le 8 juin 2015, Ahmed Le Borgne et Saïd Boukari sont mis en examen pour enlèvement, séquestration et assassinat. Un troisième homme, Youssef Haddad, identifié comme le complice qui gardait les victimes pendant leurs absences, est également arrêté. Le procès se déroule en mars 2017 devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Ahmed, reconnu coupable d'assassinat et de trafic de stupéfiants, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Boukari écope de 25 ans de réclusion pour complicité d'assassinat. Haddad, reconnu coupable de complicité de séquestration, est condamné à 15 ans d'emprisonnement. Le verdict apporte enfin un semblant de justice aux familles Ben Ali et Paoli. « Rien ne nous rendra nos fils », déclare Jean-Claude à la sortie du tribunal. « Mais au moins, nous savons ce qui leur est arrivé. Nous pouvons enfin faire notre deuil. » Les obsèques de Karim et Nicolas ont lieu le 15 avril 2017, soit exactement 22 ans après leur disparition. Une cérémonie émouvante rassemble plusieurs centaines de personnes au cimetière Saint-Pierre de Marseille. Les 2 amis inséparables reposent désormais côte à côte, comme ils l'avaient toujours souhaité. Cette affaire tragique illustre la violence qui gangrénait les quartiers nord de Marseille dans les années 90. Elle révèle aussi comment 2 adolescents innocents peuvent être broyés par les rouages impitoyables du crime organisé. L'association Karim et Nicolas N'oublions pas, créée par Jean-Claude Paoli, continue son combat pour aider les familles de disparus. Notre histoire montre qu'il ne faut jamais perdre espoir, explique Fatima Ben Ali, devenue porte-parole de l'association. 20 ans après, nous avons lu des réponses. D'autres familles méritent d'en avoir aussi. Le porte-clés de l'Olympique de Marseille, pièce à conviction cruciale de cette enquête, est conservé dans les archives judiciaires. Cet objet apparemment anodin aura finalement permis de révéler la vérité sur l'une des affaires criminelles les plus marquantes de Marseille. Quant au terrain vague où tout a commencé,
Il a été reconverti en 2018 en espace vert dédié à la mémoire des deux amis. Une plaque commémorative rappelle leur histoire. À la mémoire de Karim Ben Ali et Nicolas Paoli, victimes innocentes de la violence urbaine, que leur amitié serve d'exemple aux générations futures. Cette affaire nous montre comment la violence du milieu criminel peut détruire des vies innocentes et plonger des familles dans 20 ans de souffrance. La découverte fortuite d'un simple porte-clés aura finalement permis de révéler la vérité sur ce drame marseillais. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Aviez-vous deviné l'implication du trafic de drogue dès les premiers indices? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas. Laissez votre like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux faits divers réels.